Bien, donc c'est la table ronde qui s'intitule Le temps de l'action, qui précède l'intervention d'Elisabeth Chunghi du groupe Orange, qui est très engagée sur ces sujets, comme vous le savez. Et donc le temps de l'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 3 jours, on a eu des experts, on a eu des gens qui travaillent sur le terrain, qui nous ont raconté leur expérience et qui nous ont fait part de beaucoup de suggestions. Donc je me tourne maintenant vers Laura. Laura Gailly, qui aujourd'hui est avec nous et qui travaille à l'UNESCO, où elle met en œuvre un programme et surtout un appel à l'action pour combler l'écart entre les genres dans le domaine scientifique et technique, lequel accord et appel a été soutenu par les membres du G20 en novembre 2024. Donc c'était assez récent. Et en fait, c'est d'autant plus intéressant que ça a été souligné dans une table ronde précédente. On est en train de faire face à une résurgence des biais et des stéréotypes et un backlash assez consternant, comme on le sait tous, qui vient des États-Unis notamment. Donc on va plus que jamais besoin de s'organiser autour de lignes de force. De ce fait, je vous serais très reconnaissante de présenter les lignes clés de cet appel à agir sur lequel vous travaillez au niveau de l'UNESCO. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Je pense que oui, super. Alors merci beaucoup pour cette question et un grand merci pour cette invitation. C'est un vraiment plaisir d'être ici sur cette table ronde 100% féminine, qui concerne absolument tout le monde. Donc comme vous dites, la persistance ou même la résurgence des biais des genres et des stéréotypes, d'après l'UNESCO, souligne vraiment l'urgence d'une mobilisation collective. Et c'est vraiment dans cette optique-là qu'on a lancé cet appel à l'action combler l'écart entre les genres en sciences en février 2024, donc lors de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences, et qui a ensuite été soutenu par les membres du G20 en septembre dernier. Et donc, comme vous avez dit, cet appel à l'action, il repose sur 3 axes d'action. Je vais un peu vous expliquer et après, j'ai des brochures également si vous le souhaitez en savoir plus. Donc, le premier axe, c'est vraiment éliminer les stéréotypes et les préjugés liés au genre dans les sciences, donc en améliorant la visibilité de rôles modèles féminins. Donc, c'est-à-dire plus au niveau sociétal, notamment par exemple dans les manuels scolaires, en ayant davantage de découvertes ou de contenus qui mettent en avant ces femmes scientifiques, aussi dans les médias, donc par exemple dans la culture populaire, l'industrie du divertissement, pour vraiment augmenter cette présence en fait de femmes scientifiques et essayer d'ancrer dès le plus jeune âge cette association positive entre les femmes et la science. Ensuite, le deuxième axe, c'est plus au niveau éducatif. Donc, c'est réfléchir à comment améliorer le système éducatif avec des nouvelles stratégies, des innovations. Donc, par exemple, comment récompenser les excellents résultats de filles en sciences pour les motiver, pour les féliciter, mais aussi comment mobiliser les parents, notamment à travers des campagnes de sensibilisation, des activités avec eux. La Fondation L'Oréal a un excellent programme à ce sujet-là. Je suis sûre que Myriam pourra vous en dire davantage. Mais également comment former les enseignants, parce qu'eux-mêmes ont des stéréotypes de genre et des biais. Et ensuite, enfin, penser comment améliorer les systèmes de conseil d'orientation pour que les jeunes filles aussi pensent à la science et réalisent qu'il y a de nombreux métiers qui peuvent en découler. Et le troisième pilier, je vais m'arrêter là, c'est comment favoriser des environnements de travail qui permettent d'attirer les femmes scientifiques, mais aussi comment les garder et les faire progresser au niveau du leadership. Donc c'est vraiment du call to action, c'est comment avoir cette mobilisation collective et comment chacun et chacune peut y contribuer. Très bien, donc vous agissez vraiment sur l'ensemble de la chaîne, l'éducation, la formation et l'emploi. Et c'est vous avez bien raison de parler de 3 temps, 3 leviers, parce que ce sont 3 temps absolument nécessaires. Merci. Donc maintenant, Myriam, je me tourne vers vous. L'Oréal est un partenaire historique de l'UNESCO, puisque c'est le partenaire d'un programme exemplaire que vous conduisez maintenant depuis plus de 20 ans, 30 ans 27 ans. Bon, je n'étais pas trop à côté de la plaque. J'ai dit entre 20 et 30, 27, pas mal. Bon, j'ai le droit de revenir. Et donc c'est ce programme absolument extraordinaire, incroyable, qui s'appelle For Women in Science,
que moi je suis depuis de nombreuses années, où je suis invitée régulièrement, et à chaque fois on découvre des femmes absolument épatantes. Vous avez découvert avant tout le monde des femmes qui sont devenues des prix Nobel. Donc franchement, vous avez un track record, comme on dit, je ne sais pas comment on dit en français, mais vraiment comment dirais-je, un palmarès incroyable. Bon alors, maintenant, pouvez-vous nous raconter en quelques mots en quoi consiste ce programme, la vision? Claudine. Alors, donc je passe évidemment après l'UNESCO, et c'est tout à fait logique, puisqu'en 98, la première femme qui a accédé au COMEX de L'Oréal, Béatrice Dautrem, décide de proposer un programme un peu fou au président du groupe à l'époque, en lui disant, écoute, elle travaillait pour la marque Helena Rubinstein à l'époque, et elle dit, écoute, moi je pense qu'il faut honorer la femme qu'elle est, mais la femme de science qu'elle est. Et ce qui donne tout son sens, puisque le groupe L'Oréal est fondé par un chimiste qui s'est dédié aux femmes pendant l'entre-deux-guerres. Alors, quoi de plus intéressant? Et donc là, le président Owen Jones, à l'époque, voit tout de suite, est visionnaire et dit, mais moi, je veux présenter ce programme à l'UNESCO. Et avec leur robustesse et leur solidité, il faut qu'on fasse quelque chose qui aide le monde entier. Donc à l'origine, on est sur un programme de visibilisation de rôle modèle. Et puis très vite, on se rend compte qu'il faut adresser toute la chaîne. Et toute la chaîne, c'est donc les lauréates internationales, donc le programme dont Claudine vous parlait, où effectivement 7 d'entre elles ont été reconnues par notre prix avant d'être reconnues par le Nobel. Donc c'est pour vous dire à quel point l'excellence scientifique est une exigence de chaque instant pour nous, mais aussi leur résilience et la diversité de leur parcours. C'est très très important qu'on arrive à avoir une représentation du monde entier et de ce qu'est la recherche scientifique. Eh bien, l'année dernière, par exemple, au Cameroun, au Brésil, en France et en Chine, par exemple. Mais aussi, nous intervenons au niveau du doctorat. Pourquoi le doctorat? Parce qu'on s'est rendu compte que c'était... alors, ça a été théorisé beaucoup aux États-Unis, ça s'appelle le leaky pipeline. C'est le moment où les femmes ne peuvent plus tenir par elles-mêmes en recherche. Et donc, elles ont cette injonction de publish or perish. On regarde le nombre de publications, qui s'appelle le H-index, et on se rend compte que si une femme a eu un arrêt, elle est complètement désengagée dans sa carrière, puisqu'en fait, on ne la reconnaît plus, ses papiers peuvent être publiés par d'autres personnes, et donc, elle décroche. Et donc là, on intervient partout dans le monde, 140 pays dans le monde, avec l'UNESCO aussi, pour récompenser des femmes et les aider à tenir dans la recherche. Qu'est-ce qu'on fait? 3 choses. On les finance, on les forme, on les visibilise. On les finance en leur donnant une dotation. On les forme en leur donnant accès à des compétences de façon très très intensive, des compétences qu'elles n'ont pas en sciences. Négociation salariale, média training, prise de parole en public, répondre aux remarques sexistes et sexuelles dans le monde de la recherche, etc., etc. Et on les visibilise en leur donnant la visibilité médiatique dont elles ont besoin pour que leurs travaux soient connus, continuent. Et en fait, ça fonctionne très, très bien. Et le dernier programme, qui est très, très important, dont Laura parlait à l'instant, c'est For Girls in Science. C'est un programme qui accompagne 350 jeunes filles par an, entre la seconde et la terminale, de façon extrêmement pointue. C'est-à-dire que, oui, on les expose à des métiers, à des rôles modèles. Avec, par exemple, on va faire des partenariats avec la Fondation Dassault, avec l'ENS Paris-Saclay, etc. Mais on va leur offrir du soutien scolaire. On va leur donner un programme, du coup, qui est scientifique, mais très, très exigeant, quelle que soit l'origine de leur lycée. On va les mentorer et on va faire ce qu'on appelle le séjour scientifique, qui est une espèce de bootcamp scientifique pendant 2 semaines, où on les met en condition de les mettre face aux stéréotypes de genre et à la science. Et donc, on a couvert un peu tout l'écosystème comme ça depuis 27 ans. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est un programme absolument admirable. Avec ensuite, en plus, je tiens à le souligner, des protocoles de recherche pour mesurer l'impact de ce que vous faites, qui sont super bien structurés et que vous partagez ensuite, ce qui améliore la connaissance de tout le monde et améliore la capacité de chacun à développer des programmes aussi probants et aussi pertinents, parce que c'est comme ça que ça peut avancer, dans le partage de données, de connaissances. Maintenant, donc, Laura, je reviens vers vous. Alors, je suis désolée, mais je suis un tout petit peu la gardienne du temps, et donc je me tourne vers la présidente du festival pour me dire si on a le droit de grignoter. On a démarré avec 5 minutes de retard, donc je voudrais savoir si j'ai le temps. J'ai 10 minutes encore? 20? Ah, très bien, parfait.
Donc c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Donc on a 5 minutes pour vous deux, pour les deux questions encore maintenant. Et après, on passe à l'autre versant. Voilà. Donc, alors, Laura, je me tourne vers vous pour compléter la première réponse. Est-ce que vous pouvez dire comment, concrètement, se déploie sur le terrain le Call for Action? Qu'est-ce que vous avez mis en marche pour que les principes, c'est bien, mais l'action, c'est mieux? Puis c'est même l'intitulé de la table ronde. Alors, ça tombe bien. Merci beaucoup. Alors, en parlant d'action, en effet, on s'est vraiment basé sur 5 piliers d'action depuis 1 an, du coup, depuis le lancement de cet appel à l'action. Donc, le premier, c'est de mobiliser une communauté engagée. Parce qu'on s'est rendu compte, vraiment, ces dernières années, qu'il y a déjà de nombreuses personnes qui travaillent sur ce sujet à travers le monde, mais qui avaient un besoin, en fait, d'avoir cette plateforme pour un peu coordonner les efforts et pour, du coup, pouvoir amplifier l'impact. Et c'est pour cela qu'on a créé des groupes de travail qui sont des groupes en ligne qui ont lieu 2 fois par an plus ou moins. Donc on a eu la première session en septembre avec plus de 600 personnes de plus de 90 pays. Et il y en aura la deuxième session en mai. Donc si vous intéresse également, ravi de vous partager le lien pour vous inscrire. C'est vraiment ouvert, peu importe qui est dans quelle discipline et à quel niveau également. Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire, pour ceux que ça peut intéresser? Oui, j'ai une petite brochure que je peux vous donner avec un QR code derrière à scanner. Ok. Grand plaisir. On la montrera au festival pour qu'ils puissent la partager sur LinkedIn. Hein? Très bonne idée. Et on a également lancé ce groupe LinkedIn, dont je pense que tout le monde fait partie ici, ouais. Qui s'appelle Advancing Gender Equality in Science, où également, voilà, c'est un moyen de garder en contact entre les différents groupes de travail. Je vais être rapide pour les autres axes. Deuxième axe, c'est valoriser l'initiative existante. On a lancé ce qu'on appelle ce Knowledge Hub, que vous pouvez également scanner des QR codes à l'arrière, où là, on a essayé de collecter en fait, les différentes contributions. Et vraiment, vous avez un mapping du monde. Vous pouvez cliquer sur les différents pays et voir les différentes initiatives qui existent. Et ça vient de notre réseau. Et pareil, si vous souhaitez mettre en avant votre action, c'est toujours ouvert. Et du coup, nous, on analyse un petit peu ce qui est déjà fait et quelles sont les lacunes, les gaps, et comment, du coup, améliorer notre action du côté UNESCO. Troisième axe, c'est appuyer la recherche. Donc, on travaille avec les chaires UNESCO, notamment la chaire Femmes et Sciences de l'Université Paris-Dauphine, partenaire de cette conférence. Ensuite, lancer de nouveaux projets, donc notamment des média coaching pour les femmes en sciences liés au premier pilier, le niveau société. Et enfin, déployer des campagnes de sensibilisation et de communication. Donc, le 11 février, on a lancé cette nouvelle campagne avec le hashtag Every Voice in Science, qui va durer sur l'année, où en fait, on a posé la question à notre réseau, qu'est-ce qui serait différent dans votre domaine s'il y avait plus de femmes en sciences, pour prouver qu'on a besoin de plus de femmes en sciences. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Et on a noté qu'on a des petites choses à scanner pour les partager. Et Myriam? Oui. Donc Myriam, en plus des programmes que la Fondation L'Oréal opère dans le monde pour visibiliser les femmes scientifiques et techniques, vous avez aussi développé il y a 1 an ou 2, je crois, une enquête sur le sexisme assez longue, et vous avez à cœur de faire tomber les barrières systémiques dans le monde de la recherche. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, volontiers. Je pense que c'est très très important de comprendre que en plus des programmes opérationnels où on accompagne des cohortes de jeunes femmes dans le monde, ce qui est très très important, c'est qu'elles puissent rester en recherche. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elles y étaient en danger pour la plupart des cas. Est-ce que vous savez combien de femmes sont victimes d'harcèlement sexuel sur le monde dans leur monde de travail en recherche? Est-ce que vous avez une idée? Non. De harcèlement ou de comportement sexiste? Harcèlement sexuel. Vous n'avez pas d'idée? 30? Une femme sur 2. Une femme sur 2 est victime, et donc on ne parle pas de milieu festif, on parle de tous les jours quand elles vont au travail. Harcèlement sexuel. 8 sur 10, sexisme, comportement sexiste. Donc quand on a vu ces résultats, on s'est dit qu'on ne pouvait pas, éthiquement, pousser des femmes vers des milieux où elles étaient en danger. Et donc on a commencé à faire bouger tout l'écosystème, avec notamment de grands partenaires comme France Université, les associations Femmes et Sciences, Femmes Ingénieurs, Ensemble contre le sexisme, l'ANEF. Et on a fait un grand appel à l'action qui a été signé par plus de 3000 signataires en leur disant « Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le temps de l'action ». On sensibilise systématiquement, mais avec une prise de parole publique du chef d'établissement. Donc ça, c'est très dissuasif. Je peux vous dire que ça marche assez rapidement.
on aide les cellules de signalement à avoir plus de budget et plus de temps. Et on forme, et là ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de mettre comme condition essentielle pour encadrer une thèse, une formation aux violences sexistes et sexuelles dans le monde de la recherche. Donc ça c'est très difficile, mais c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc vraiment ce qui est important, c'est de savoir qu'on ne peut pas rester tiède face à une situation aussi grave. L'idée n'était pas pour nous de faire du name bashing ou d'aller culpabiliser les institutions, mais de leur dire attention, voici ce qui se passe dans vos murs, vous ne pouvez pas être partout. Il y a une grande souffrance, il y a des femmes qui ne restent plus en recherche. J'ai quand même une ancienne boursière qui m'a dit « Je préfère être en médecine », quand vous savez ce qui se passe en médecine quand même, « Je préfère être en médecine qu'en labo de recherche, je m'y sens plus en sécurité ». Ça, je trouve ça quand même très très parlant, c'est assez grave. Oui, non mais c'est clair que vous avez raison d'avoir identifié cette priorité. Et je suis là pour témoigner du fait que l'enquête que GenderScan Mondial, que nous conduisons d'ailleurs en partenariat avec l'UNESCO, mesure ce qui se passe pour les femmes dans les études scientifiques et techniques. Et en fait, en France, ce qu'on en observe, c'est que le niveau d'information des femmes a été multiplié par 3 depuis 2-3 ans. On est passé de 21% à 70%. Comment dirais-je, d'instituts de formation. En l'occurrence, nous, on est focalisé sur les écoles d'ingénieurs. Et dans les écoles d'ingénieurs, le nombre d'écoles d'ingénieurs qui ont développé des cellules qui travaillent sur le sujet et dont les femmes sont informées, maintenant, il y en avait 25% il y a 2-3 ans, il y en a 75% qui sont informés. Donc oui, grâce à vous, certainement, ça progresse. Merci. C'est bien aussi d'avoir des mesures d'impact sur les actions qu'on conduit et de regarder ce que ça donne. Hein. Ensuite, merci beaucoup à toutes les deux. Donc, nous avions le volet international et mondial, encore que, après la dernière remarque de Myriam, on était passé à la France. Et donc, je vais me tourner vers vous maintenant. Muriel, donc, directement, puisque je te tutoie, parce qu'on se connaît depuis relativement longtemps. Tu portes aujourd'hui, dans le cadre de l'INRIA, un programme d'ampleur nationale, qui a le soutien du gouvernement depuis longtemps, qui s'appelle Tech pour toutes. Un programme, donc on peut le dire, hein, tu es quand même en grosso modo beaucoup l'architecte. Tu le portes maintenant, mais Oui, mais enfin, pendant 1 mois et demi, on a réuni 200 personnes du privé, du public, du secteur des associations qui nous ont aidés à élaborer ce programme. Oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que le constat et l'orientation. L'ossature, c'était toi, et ensuite, vous avez réussi à rallier autour de vous 200 personnes pour travailler, affiner et faire en sorte que ce programme existe. Oui. Alors, le challenge possible ou impossible à tenir, tu as 3 minutes 30 pour en parler. J'arrive en Non, maintenant, on en a accordé un petit peu de temps, donc on a 4 minutes. Merci Claudine, merci pour cette invitation. Effectivement, comme Claudine le dit, Tech pour toutes est parti d'un constat avant d'être à INRIA, donc INRIA, Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Tech pour toutes est porté, animé par notre fondation, la fondation INRIA. Et moi, précédemment, j'étais au ministère de l'Éducation nationale en charge de la mission Filles et numérique. Et en fait, je suis partie d'un constat, c'est qu'il y a énormément d'initiatives collège, lycée, depuis maintenant de nombreuses années, et pourtant, tu parlais d'évaluation, on ne passe pas à l'échelle. Voire même, on parlait des écoles d'ingé, les chiffres régressent cette année. Donc le constat, c'était il faut faire parcours, en gros, mettre un entonnoir, et après, on les tient par la main. Et Tech pour toutes est né de ça. Donc Tech pour toutes, c'est un programme national qui vise à susciter et à accompagner le parcours de 20 000 jeunes femmes, du lycée jusqu'à l'arrimage au premier emploi, vers les métiers techniques du numérique. Donc en fait, c'est les aider à définir leur projet, à accéder aux formations visées, y réussir et s'y intégrer, et ouvrir le champ des possibles au niveau des métiers, puisque là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais aussi pour celle de L'Oréal. Nous aussi, dans les organismes de recherche, on a besoin des femmes, et notamment dans le numérique. Donc vers des activités salariées, activités de recherche ou vers la création d'entreprises.
Donc, premier challenge, augmenter le vivier. Donc, pour ça, on va aller bien sûr vers les lycéennes, mais on va aller aussi vers les étudiantes en réorientation, vous savez, celles qui ont décroché en première, deuxième année de licence, et puis celles qui sont à la veille, en fait, de choisir leur spécialisation. Vous savez que souvent, on a un tronc commun de 2 ans dans les écoles d'ingénieurs, et après, on a plusieurs spécialités. Donc voilà, elles aussi, on va pouvoir les aider à voir si elles ne sont pas attirées par certains métiers du numérique. Les formations, on a un périmètre très bien défini. Nous allons accompagner les filles vers des formations diplômantes dont les diplômes sont reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc on n'est pas sur des cycles courts, sauf les BTS, bien sûr, qui sont en 2 ans ou 3 ans pour les BUT. Et pour les métiers techniques du numérique. Alors, pour ça, on va agir sur 3 leviers. Premier levier, attirer. Donc, elles vont avoir accès à des services qui vont leur permettre de se mettre en relation avec les formations, d'avoir déjà accès à, parce que c'est le méandre des formations. Enfin, moi, heureusement que j'ai passé ça et que mes enfants sont grands, mais je plains les parents qui aujourd'hui doivent faire le tri sur Parcoursup. Donc là, au moins, il y aura une cartographie des formations diplômantes dont les diplômes sont reconnus, qu'elles soient privées ou publiques d'ailleurs, hein. Donc, toute une batterie de services pour les filles qui définissent leur projet. Ensuite, on va accompagner, parce que comme je vous disais, on s'est rendu compte que énormément d'actions jusqu'au lycée. Et puis après, voilà, il y a une augmentation des actions qui sont organisées directement par les établissements et qui pourraient encore passer à l'échelle. Mais en fait, il y a beaucoup moins d'associations qui agissent sur l'accompagnement des études. Et nous, ce qu'on veut, c'est surtout pas qu'elles décrochent en cours de route. Et puis un 3e levier, et ça, peut-être qu'Isabelle Collet a dû en parler ce matin, mais ça sert à rien de faire une batterie d'actions pour les filles si on n'en fait pas au niveau des institutions. Donc ça va être transformer le système, c'est-à-dire les écoles, l'inclusion, l'insertion des filles, les entreprises. Donc on couvre vraiment un périmètre très large. Autre chose d'important, c'est pas un programme top-down. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vous dire arrêtez ce que vous faites, ça marche pas, pas du tout. On développe des actions et on va aller mailler ces actions avec les actions existantes sur les territoires pour vraiment faire des parcours pour les filles qui vont de bac-3, je dirais, à bac+5 parce qu'on va essayer de les amener le plus loin possible. Alors, il est soutenu par le gouvernement, on est lauréat France 2030, on a 4 ministères, alors maintenant 3 qui nous soutiennent, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de l'Égalité, le ministère des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Il est porté par un consortium donc animé par la Fondation INRIA. Nous, INRIA, bien sûr, on est partie prenante de ce consortium. Vous y trouvez les 3 conférences du supérieur, donc France Université, la CDFI, la conférence des grandes écoles. Numéum pour les entreprises, je crois que Maëlys en a parlé tout à l'heure. Femmes numérique qui est présente et qui va nous aider justement dans cette mobilisation des associations qui œuvrent en collège et en lycée. Et puis, on a 2 entrants là qui nous rejoignent, que sont JobIRL qui va prendre en charge le mentorat pour les étudiantes et une association qui s'appelle Latitude qui va offrir dans toutes les classes des ateliers de sensibilisation, je dirais, aux métiers, aux enjeux du numérique, donc le pourquoi il faut des femmes, et le prisme des biais de genre. Bon, on est à 5 minutes. Donc on va raccourcir. Je regarde un tout petit peu. Donc il me reste 3 minutes en tout. Waouh. Waouh. Alors Stéphanie, si je me tourne, on va éliminer les dernières questions. D'accord. Stéphanie, vous êtes vice-présidente du Cercle Interrel qui réunit 14 entreprises.
on va aller vite au sujet. Pouvez-vous évoquer des actions phares du Cercle Interrel ? Merci Claudine, bonjour à toutes et à tous. Donc le Cercle Interrel, c'est une association qui va regrouper des réseaux de mixité des entreprises de la tech. Donc les conditions pour mettre des conditions pour favoriser la performance et le bien-être des femmes dans les entreprises de la tech. On a plusieurs actions. Par exemple, on a un groupe qui s'appelle Femmes et Santé qui met les conditions, le lien entre la santé des femmes et la qualité de vie au travail. Ils ont prouvé que ça va impacter sur la performance, le bien-être et l'engagement des collaboratrices. Donc ils vont travailler avec différents organismes, par exemple la Fédération française de cardiologie pour mettre en place des guides pour les risques cardiovasculaires. Ils ont travaillé sur un guide sur la ménopause, sur comment briser le tabou des règles. On a un groupe Femmes et IA qui va travailler avec les pouvoirs publics, avec des écoles d'ingénieurs pour créer des guides qui vont travailler pour une IA plus éthique et plus durable. On travaille bien sûr avec les différentes entreprises du Cercle Interrel pour mettre en avant des mesures et des bonnes pratiques. Et aussi, on va travailler au sein du Cercle Interrel avec différents partenaires. On est très fièrement partenaire de Sciences Infuse aujourd'hui. On travaille avec Femmes Ingénieurs, on travaille avec Elle Bouge, toujours pour favoriser l'épanouissement des femmes dans les entreprises de la tech. Voilà, écoutez, je suis désolée Stéphanie, parce que finalement votre intervention a été un tout petit peu abrégée, mais je suis les consignes, excusez-moi, je vais te gronder. On va vous applaudir toutes les quatre.